Salutations! Aujourd'hui, on s'occupe de la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht. Allez, c'est parti! D'abord, pourquoi à partir de 1992 est-on obligé de faire évoluer les institutions européennes? Ensuite, quel est le grand changement apporté par le traité de Maastricht concernant ces fameuses institutions européennes? Quelles sont les mesures mises en place pour tenter de constituer une démocratie à l'échelle de l'Europe? Et pourquoi l'Union européenne souffre quand même d'un certain déficit de démocratie? Enfin, qu'en est-il de la puissance économique, militaire et diplomatique de l'Union européenne? En 1992, à l'époque, la CEE compte 12 membres, soit déjà le double du nombre de départs. En plus, la fin de la guerre froide et des régimes communistes de l'Est permet d'incorporer plein d'autres pays à l'Union européenne. Et du coup, on est obligé de s'adapter, car on ne peut pas fonctionner à 28 comme à 6, d'où l'évolution des institutions européennes. Le traité de Maastricht fait passer le Parlement européen d'un organe consultatif à un organe décisionnel. Désormais, il y a codécision. Le Conseil de l'Union vote les directives et le budget avec le Parlement européen, et plus tout seul comme avant. Pour faire cette démocratie européenne, il y a tout d'abord le programme Erasmus de 1987 pour souder les jeunes Européens entre eux et réaliser un brassage culturel. Ensuite, il y a Maastricht en 1992 qui instaure la citoyenneté européenne. Tout citoyen de l'Union peut voter ou se présenter aux élections municipales et à celles du Parlement européen partout en Europe. Il peut aussi résider et travailler sans problème dans n'importe quel pays de l'Union. Pour finir, on n'oublie pas l'espace Schengen de 1990 qui permet la libre circulation des personnes. Le problème, c'est que les États font primer leur intérêt avant celui de l'Union. Ils jouent pas collectif, quoi. Et puis, peu à peu, l'opinion publique s'est désintéressée de l'Europe. Et on le voit avec l'abstention qui progresse et la montée des mouvements populistes qui sont principalement eurosceptiques. Du coup, en termes économiques, l'Union européenne est très puissante. Un PIB de 17 000 milliards de dollars, la première exportatrice du monde, et puis il ne faut pas oublier l'euro aussi, qui est la deuxième monnaie mondiale. Mais en termes militaires, il y a surtout des mandats d'arrêt internationaux ou une lutte contre le trafic, mais rien de bien extraordinaire. En termes diplomatiques, malgré le président de l'Union européenne et le haut représentant de l'Union, celle-ci a du mal à parler d'une seule voix, car les États n'arrivent pas à se mettre d'accord assez souvent.